Bonjour à tous, notre émission aujourd'hui est consacrée à cette matière qui a fait la renommée de Limoges, la porcelaine bien sûr. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'innovation dans ce monde de la porcelaine. Nouvelles techniques de production, nouvelles clientèles, innovation, marketing. Nous allons voir comment cet art incontournable aujourd'hui réussit à se moderniser. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Dimanche en politique. Aujourd'hui, nous allons parler de la porcelaine, de cet art de la table qui continue de s'écrire à Limoges. Et pour se maintenir au plus haut niveau de l'excellence mondiale, la porcelaine doit sans cesse innover, et ce de multiples façons. C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec nos invités sur ce plateau. Arnaud Henry, bonjour, vous êtes le PDG de Serinov, entreprise spécialisée dans la fabrication de machines et notamment de robots destinés aux porcelainiers. Daniel Betoul, bonjour également, vous êtes le directeur de la fabrique et vous produisez du blanc, c'est-à-dire la porcelaine blanche, qui est destinée ensuite à être vendue pour être décorée. Charles Bernardo, vous êtes la 6e génération des porcelaines Bernardo, vous êtes directeur opérationnel de la marque. Et puis en face de vous, Lionel Lostec, directeur d'un autre grand nom de la porcelaine de Limoges, la maison Avilande. Merci à tous les quatre d'être avec nous. La première question sera pour Lionel Lostec, car vous venez mettre au point sur une nouvelle collection d'art de la table, un QR code, un code à lecture rapide, que l'on pourra donc scanner avec nos téléphones, sous vos tasses ou sous vos assiettes. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à cette innovation ? C'est une idée qui a germé naturellement pendant le Covid, puisqu'il y a eu une longue période où nous ne savions plus comment être en contact avec nos clients. Et donc l'idée de créer ce QR code pour maintenir un lien permanent avec eux dans la relation du quotidien, en fait, a germé. Et naturellement, nous nous sommes orientés vers le QR code qui va nous renvoyer, qui va renvoyer vers les histoires de la marque, qui va renvoyer vers des thèmes spécifiques comme éventuellement la communication de recettes de cuisine à nos clients, la façon de mieux dresser une table, etc. Donc tout un ensemble d'histoires personnalisées qu'on va pouvoir leur raconter maintenant au travers de ce QR code sur ce décor Rêve du Nil. Est-ce que ça veut dire que ce QR code, on pourra le scanner une première fois, puis un mois après, si on le rescanne, on aura d'autres éléments qui vont venir... Tout à fait. Ouais. Les contenus vont changer en fonction de l'actualité de l'entreprise, de l'actualité d'une manière générale, et on va pouvoir comme ça garder un contact et communiquer de façon, je dirais, concrète avec les personnes qui auront acheté ce service. Ça a été compliqué à mettre en place technologiquement ? C'est comme toute étude, ça prend un peu de temps. Il faut tester différents paramètres. Là, on a voulu le mettre, effectivement, Avilande est spécialisé dans les décors et notamment dans l'or. Et donc, il fallait éviter que ce QR code brille trop pour qu'il soit toujours lisible, flashable. Donc, il y a eu un peu de recherche. Ensuite, on a voulu le faire esthétique et intégrer le logo Avilande dans le QR code. Donc, c'est un travail de recherche comme on peut en avoir, je dirais, pas au quotidien, mais très fréquemment dans les entreprises. Et donc, on va en parler justement de cette innovation, de cette recherche au quotidien. Charles Bernardo, un QR code sur une assiette, cet alliage entre le numérique et la tradition, ça vous semble une bonne idée ? Ça pourrait arriver chez vous ou une autre innovation numérique ? Oui, bien sûr. De toute façon, l'innovation, c'est ce qui permet aux entreprises comme les nôtres de vivre, de prospérer. Il ne faut pas qu'on reste enfermé dans le traditionnel, dans l'imagerie un peu d'Épinal qu'on a de la porcelaine. Donc le numérique, de façon générale, a tout à fait sa place dans des maisons comme les nôtres. Comment est-ce qu'on peut connecter de la porcelaine aujourd'hui ? Alors le QR code, c'est une idée. Est-ce que vous avez d'autres pistes de recherche que vous pouvez peut-être nous dévoiler ou pas ? Il y a plein de façons de connecter la porcelaine. Effectivement, il y a le QR code. Effectivement, c'est une option. Il y a plein de sujets de recherche pour essayer de mettre des choses sur la porcelaine. Alors, il y a plein de pistes dont je ne peux pas trop parler ici, forcément. Mais c'est sûr qu'il faut, aujourd'hui, dans l'ère du numérique, avec le Covid, effectivement, qui nous a un peu coupé notre clientèle pendant des mois, il faut qu'on trouve des moyens de reconnecter avec nos clients en dehors de nos boutiques. Donc, garder un lien. Daniel Betoul, un fabricant de porcelaine comme vous, est-ce qu'il a intérêt à communiquer sur l'aspect traditionnel de sa production ou au contraire sur l'aspect innovation quand vous produisez pour les autres porcelainiers, justement ?
Je prends le fil de l'innovation et de dire il faut garder ce lien avec la clientèle. Je dirais qu'aujourd'hui, le lien qu'on doit avoir, c'est de pouvoir les livrer. Ça devient compliqué. Et moi, je m'inscris plus dans l'innovation, enfin ce qui me concerne, dans le métier de base, parce qu'on est quand même entre tradition et modernité. On essaye d'innover, mais socialement. Parce qu'on a besoin de la ressource, on a besoin de nos artisans, on a besoin de tous ces gens qui vont graviter autour et qui vont pouvoir faire le truc. Parce que la porcelaine en soi, qu'est-ce qu'il y a de plus innovant? C'est un matériau ultra noble, ultra, il n'a pas une ride. C'est un matériau ancestral, mais qui se travaille encore dans la modernité. Mais justement, c'est ça la balance entre les deux. Comment est-ce qu'on fait dans votre usine pour arbitrer? Tiens, on met une nouvelle machine ici, on viendra après voir Arnaud Horry qui fabrique les machines. Justement, est-ce qu'on met une nouvelle machine ou est-ce qu'on forme des gens? C'est ça, cette balance entre innovation et modernité? Oui, donc je reviens sur mon innovation sociale, parce que je crois qu'il va falloir redonner du sens à chacun, la relation avec le travail qui je dirais, est à redéfinir pour certains. Et je veux dire, on était hors plateau, on était en train de parler tous sur la difficulté de recruter, la difficulté de tout ça. Donc moi, je reste persuadé que l'innovation, c'est... L'année dernière, j'ai investi 2 millions d'euros sur un bâtiment de 1500 mètres carrés, uniquement pour mettre zéro machine, mais uniquement pour aérer, améliorer les conditions de travail, donner, je dirais, plus de clarté, entre guillemets, mais c'est exactement ça, de penser d'autres bâtiments, penser des bâtiments clairs, être innovant socialement. Donc, on l'enregistre, l'innovation, c'est pas seulement technologique. On va donner la parole à quelqu'un qui, lui, est sur la technologie. Arnaud Horry, en l'occurrence, vous vendez ces machines. Votre objectif, et d'ailleurs c'est dans l'intitulé de votre entreprise, CER Innov, Céramique Innovation. L'innovation, c'est dans votre ADN. Vous êtes toujours en train de chercher la nouvelle machine, justement? Ah oui, le groupe, l'ADN du groupe, depuis son origine, c'est l'innovation, parce qu'on a démarré par un brevet sur le frittage laser et on continue à déposer des brevets. Mais c'est vrai que là, on est plus à rechercher des équipements qui un peu remplacent l'humain aussi, qui est en défaut dans beaucoup d'entreprises céramiques actuellement. Et puis là, actuellement, ce que je peux dire sur l'innovation, je ne peux pas en dire beaucoup. C'est sûr qu'on en a une ou deux en programme. Mais là, on va présenter à Céramitech l'intelligence artificielle au sein du salon de Munich en juin. Ça voudrait dire quoi, ça, en filigrane? Ça veut dire des choses, du travail à façon, par exemple, parce que les machines, ça automatise, mais non, là, ça serait des machines individualisables. C'est un module qu'on peut associer à différents équipements, que ce soit dans la décoration par topographie ou par sérigraphie, ou dans le tri, où on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, avoir une reconnaissance des défauts et du tri. Donc après, ça va remplacer évidemment un certain travail manuel. Alors vous avez une position un peu particulière ici sur ce plateau, parce qu'à la fois vous êtes fournisseur des gens qui sont là, à la fois vous fournissez aussi leurs concurrents. Vous vous inscrivez vraiment sur une ligne de crête finalement. Oui, bien sûr, je suis partenaire des différentes personnes qui sont sur le plateau, mais je suis aussi partenaire de clients étrangers à Stock-on-Trent, en Asie, et qui peuvent être des concurrents justement pour la porcelaine de Limoges, hein, clairement. Alors la porcelaine de Limoges se fait à Limoges, c'est pas exactement les mêmes types de céramique, mais ça reste les mêmes équipements. Mais c'est ce qui fait l'intérêt du groupe, parce qu'on travaille avec d'autres partenaires qui nous donnent d'autres idées, et ça bénéficie aussi aux gens de Limoges. Les machines, Lionel Lostec, il faut en garder, il faut en laisser. Comment vous voyez ça justement? Il faut en garder. Il faut être à l'affût de ce qui se fait pour ne pas être en retard. Arnaud, effectivement, dit qu'il faut en garder, mais oui, il faut en garder, mais il y a aussi des choses que les machines ne feront jamais. Et puis on est pas encore, il vous dirait peut-être. Pas encore. Alors, peut-être qu'une machine pourrait tout faire, mais après, il y a la dimension industrielle, c'est-à-dire que nous sommes dans un métier où nous avons une multiplicité de pièces, certaines sur des très grandes séries, où les machines ont tout leur sens, et d'autres sur des petites séries, ou alors des produits qui ne peuvent pas se faire autrement qu'à la main. Atypiques, compliqués. Voilà, avec des complexités, des savoir-faire importants. Une machine ne remplacera pas la main de l'homme dans ces cas-là. Et comme le disait Daniel, l'artisan a tout son sens. Vous êtes d'accord avec ça, Charles Bernardo? Oui, absolument. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, on est dans un contexte extrêmement porteur pour le secteur des arts de la table. Il y a beaucoup de commandes, il y a beaucoup de choses à produire. Donc ça nous force quelque part à investir dans notre outil industriel. Et absolument, il y a un certain nombre de choses que les machines ne remplaceront jamais. C'est important de garder nos savoir-faire traditionnels, mais il ne faut pas rester enfermé dedans. Chez Bernardo, on a toujours pensé que la technologie pouvait apporter beaucoup de choses sur nos capacités de production et surtout nous permet de créer. Ça libère nos capacités créatives. Et aujourd'hui, on sait faire des choses
qu'on n'aurait jamais imaginé faire il y a encore 10 ans. Et ça veut dire que vous produisez en grande série pour pouvoir nourrir la créativité, on va y venir tout de suite, ou c'est l'inverse, la créativité, c'est la façade de la marque qui vous permet après de vendre des assiettes et des tasses, tout simplement. Je précise que vous travaillez avec des artistes depuis très longtemps, vous produisez des pièces particulières, on va peut-être les voir, ces artistes avec lesquels vous travaillez, ils sont très nombreux. Ça c'est quoi? C'est le moteur numéro 1 ou c'est la façade? Comment ça fonctionne? La créativité, c'est tout dans notre marque. C'est ce qui fait l'ADN de la maison. Et de là, tout en découle. Parce qu'on cherche à être créatif, parce qu'on travaille avec des artistes qui ne connaissent pas nos usines, qui ne sont pas enfermés dans les modes de pensée qu'on peut avoir, ils nous poussent dans nos retranchements créatifs, dans ce que notre usine est capable de faire, et même ils nous repoussent parfois au-delà de ce qu'on est capable de faire. Donc ça force forcément à développer des nouveaux savoir-faire, à investir dans de nouvelles machines, pour produire des formes, des couleurs, plein de choses qu'on ne sait pas faire, en très petite série, en très très grande série, donc ça peut partir dans tous les sens. Alors justement, vous dites partir dans tous les sens, l'innovation, c'est nécessaire? C'est pour ça que vous allez voir des artistes pour avoir des choses compliquées à faire? C'est indispensable, on va voir les artistes pour être confrontés à des nouvelles idées, pour se challenger, pour se réinventer un petit peu tous les jours. Daniel Horry, est-ce que vous suivez ce que font les porcelainiers justement quand on voit que Bernardo travaille avec des artistes et que c'est connu dans le monde entier? Est-ce que vous en profitez de manière incidente finalement, tout ça, de cette aura de la porcelaine de Limoges et de la façon dont elle est produite? Bien sûr, mais le groupe travaille à l'international aussi. Et quand on dit qu'on est à Limoges, ils savent qu'il y a une renommée à Limoges sur la porcelaine et sur les marques de Limoges. Donc on profite de l'aura Limoges, mais il y a aussi tout ce qui est céramique technique autour de Limoges. On a un centre de transfert et technologie céramique, on a des labos de recherche dans la céramique, ce qui développe aussi des nouveaux équipements dans le prototypage rapide et des nouvelles innovations. Oui, parce que là, effectivement, on va se concentrer aujourd'hui sur les arts de la table, mais on est d'accord, la céramique, vous le savez tous, effectivement, le domaine est extrêmement vaste. Pour vous, les arts de la table, ça reste le cœur de métier, ou aujourd'hui, la céramique, c'est tellement ouvert que finalement, c'est le cœur du métier originel, mais ça ne l'est plus aujourd'hui? Alors, les arts de la table représentaient 30% avant le Covid et représentent plus de 60% actuellement post-Covid. Mais le domaine de la céramique en général, le domaine de la céramique dans le monde entier est en train d'être boosté. C'est vrai que c'est un secteur qui fonctionne très très bien en ce moment. L'innovation, Daniel Betoul, le travail avec des artistes, je sais que vous le pratiquez aussi puisque vous cuisez dans vos fours des pièces particulières, des pièces spécifiques, vous donnez l'opportunité aussi à des gens de venir justement produire des choses particulières chez vous. Ça vous amuse, ça vous intéresse, c'est aussi nécessaire pour la vie de l'entreprise? C'est indispensable. Mais on fait ça, on pratique ça depuis tout temps. Je veux dire, c'est ce challenge de regarder, je dirais d'essayer de plus en plus apprivoiser cette matière qui est compliquée, il faut le dire, très compliquée, qui est assez capricieuse. Et on a besoin de ça parce que en fait, c'est un peu comme quand un équipementier automobile pratique la Formule 1. Je veux dire, c'est pour mettre au point le moteur de tous les jours, de chacun. On a besoin de ça, mais c'est pour nous aider à avancer sur concrètement le standard des arts de la table, parce que ça reste notre métier. Est-ce que ça a évolué l'innovation dans le domaine de la porcelaine de Limoges? Est-ce qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça fonctionnait pareil, où on était plus sur répéter des gestes ou des pratiques qui existaient auparavant? Il suffit d'aller voir le musée Adrien Duboucher. On s'aperçoit quand on voit des pièces Pouillat, des trucs comme ça, je ne sais pas si aujourd'hui on est encore capable de le faire, parce que l'innovation c'est une chose, mais il y a je dirais, avec des normes et des contraintes environnementales, avec des contraintes je dirais, spécifiques, avec REACH et plein d'autres, enfin, je veux dire, pour ceux qui savent ce que c'est que le matériau par lui-même est très compliqué à mettre en œuvre. Il y a, serait-ce que 2 siècles, peut-être que c'était plus simple. On se met des contraintes nous aussi. On veut de la pâte extra blanche, on veut de la pâte extra, mais extra chiante. Parce qu'elle est d'autant plus difficile à travailler, c'est ce qu'on comprend en filigrane. C'est exactement ça, je ne sais pas. Mais... On veut effectivement toujours avoir le meilleur de ce qui existe, la pâte extra blanche, les décors sans plomb, et Habiland a intégré son imprimerie pour pouvoir développer l'intégralité de ces décors sans plomb, sans cadmium. Donc c'est effectivement, on veut aller vers l'exigence et vers le meilleur. Mais ça veut dire qu'on ne s'aperçoit pas en tant que client, quand on a un service de porcelaine de Limoges, en fait, ce qu'il y a derrière?
Il faut savoir le dire, il faut savoir le mettre en valeur et c'est ce qu'on essaye de faire dans nos produits. C'est-à-dire le QR code, par exemple, va pouvoir aussi nous permettre de raconter comment est faite une porcelaine, comment est fait un décor, comment il est développé, à partir de quels matériaux et quelles sont les contraintes derrière. Alors, il y a plusieurs façons de se différencier par rapport à la concurrence. La porcelaine de Limoges, certes, elle est connue, spécifique. Vous travaillez beaucoup avec les artistes, justement. Vous êtes finalement peu nombreux à le faire de par le monde. Ça, c'est une marque de fabrique importante. Vous voulez rester en pointe là-dessus, par exemple ? Oui, je pense que c'est important d'essayer de sortir de sa zone de confort. Alors évidemment, notre cœur de métier chez Bernardaud, c'est les arts de la table. C'est les assiettes, c'est les tasses, c'est les théières. Mais en tant que porcelainier, on a toute légitimité à essayer d'explorer tout ce qui se passe à l'intérieur d'une maison. Donc la décoration d'intérieur, les œuvres d'art, et puis je voyais des images aussi de façades d'immeubles qui peuvent être faites en porcelaine. Donc chercher des nouvelles applications de la porcelaine, ça fait aussi partie de l'innovation. Et ça, c'est l'image de marque ? Oui, on essaye de surprendre. Ces pièces qui sont justement sur cette façade, vous les avez produites où, ici à Limoges ? Vous les avez produites vous-même ? Elles ont été produites chez un autre faiseur de blanc ? Vous ne nous le direz pas ? Elles ont été produites chez nous, dans notre usine d'Oradour-sur-Glane. Donc il s'agit en l'occurrence de 90 000 picots en porcelaine qui ornent la façade de la boutique Dolce & Gabbana, avenue Montaigne. Donc ça, c'est un vrai challenge industriel, typiquement. On est venu vous chercher pour ça ? Ou c'est vous qui avez démarché, ou c'est le hasard des rencontres ? Comment ça se fait justement ces innovations ? C'est souvent le hasard de rencontres, des affaires comme celle-là, où on croise quelqu'un à Limoges qui cherche une céramique, de la porcelaine, on ne sait pas trop, on les rencontre, on se met à discuter. Et puis quelques années plus tard, il a fallu à peu près 3 ans pour cette affaire, il y a une façade qui sort. C'est vrai que Arnaud le disait, on a un environnement à Limoges qui est extrêmement dynamique sur des laboratoires, des écoles qui forment des ingénieurs pour nos usines, des producteurs de porcelaine, des fournisseurs pour les porcelainiers de machines, de pâtes. Donc ça favorise forcément l'arrivée de toutes ces personnes qui cherchent de la porcelaine, des céramiques pour plein d'applications. Vous produisez donc ces pièces avec des artistes, vous produisez aussi des pièces d'exception. On l'a vu tout à l'heure, un meuble. Vous avez travaillé aussi avec l'artiste américain Jeff Koons. Vous avez produit ce fameux ballon, ce dog balloon bleu. Donc c'est des pièces qui sont extrêmement luxueuses. Le tarif autour de 36 000 €. Je me tourne vers vous, Lionel Lostec. Vous aussi, vous produisez des pièces extrêmement luxueuses, notamment un lustre. On est dans les mêmes ordres de grandeur, 40 000 €. Est-ce à dire que l'innovation, elle se nourrit aujourd'hui essentiellement du luxe ? Oui et non. En fait, on est sur des produits qui sont demandés effectivement, et on a besoin de répondre à cette demande en produisant les produits les plus beaux possibles. Je vais reposer ma question autrement finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, la porcelaine de Limoges, pour les arts de la table et tous ces à côté, donc on a parlé des lustres, etc., se doit d'aller vers le luxe et l'excellence? C'est sa seule porte de sortie, sa seule innovation possible? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'on doit effectivement poursuivre ce chemin vers des produits de plus en plus beaux, de plus en plus exigeants. Maintenant, il y a aussi le cœur de métier qui reste aussi nos produits assiettes et tasses, sur lesquels on a toujours une demande qui est très forte. Vous êtes d'accord, Charles Bernardaud, là-dessus? Il faut aller vers l'innovation, le luxe à la française. Vous faites partie des grandes maisons de luxe, finalement. Il faut qu'on voit la porcelaine comme ça aujourd'hui. Il faut absolument qu'on aille vers des produits de luxe. On n'est pas les seuls porcelainiers au monde. Il y a des porcelainiers partout en Europe et puis beaucoup en Asie qui produisent de la porcelaine, on va dire, de moyenne qualité. Donc notre valeur ajoutée à Limoges, c'est d'essayer d'aller vers des produits plus compliqués, plus recherchés, plus travaillés, plus créatifs. Donc tout ça, forcément, ça s'inscrit dans une démarche de faire des produits de luxe. Et puis l'innovation, du coup, accompagne ça. Alors, pas forcément pour faire uniquement des pièces d'exception, comme vous le signaliez sur les œuvres d'artistes en édition très limitée. Ça sert. Le Balloon Dog, effectivement, on n'aurait jamais su le faire il y a encore 10 ans. Et aujourd'hui, on a intégré tout un tas de technologies, savoir-faire qui nous permettent de le faire. Mais l'innovation, ça sert aussi à perfectionner nos usines pour produire la grosse cavalerie, si je peux dire. Les mugs, ces assiettes qu'on produit en grand volume, il faut les faire mieux, il faut en faire plus. Et donc l'innovation participe à ça aussi. Une autre innovation, on va en parler évidemment, cette indication géographique. La porcelaine de Limoges a réussi à se mettre d'accord autour d'une table, et ça n'a pas été simple, vous le savez. Désormais, ça existe, c'est une bonne chose, Daniel Betoul.
Ça aussi, c'est une innovation d'avoir su mettre une marque géographique sur la porcelaine de Limoges. Déjà, c'est innovant. Depuis tout à l'heure, on parle je dirais, du corporatisme. Ça crée vraiment, pour moi, le sens du corporatisme. C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges. Pour appeler Limoges, on a 15 points à respecter. Donc, je veux dire, au moins, les choses sont claires. Je veux dire, en ce sens, on a une association. Donc, on a des assemblées, on a tout ça. Et je veux dire, par rapport aux clients, il n'y a pas de doute. Je veux dire, quand on adhère à l'IG et qu'on est validé, oui, c'est une grande avancée. Je veux dire, c'est peut-être innovant, mais en tous les cas, c'était souhaitable. Innovation, Daniel Horry, pour vous aussi, cette IG, même si vous êtes un peu en retrait par rapport à cette production-là, mais même pour vous, qui fabricant de machines, c'est intéressant? Alors c'est intéressant Arnaud, que... oui, excusez-moi. C'est mon frère maintenant, je crois. Oui, bien sûr, c'est intéressant. Nous, ça ne nous apporte pas grand-chose en tant que fabricant de machines, mais plus nos partenaires fonctionnent et travaillent ensemble, plus nous, on est heureux de travailler avec eux. Et nous, l'innovation, elle vient, je voudrais revenir dessus, elle vient aussi des phénomènes. Actuellement, on a un problème de gaz. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire des fours qui consomment le moins possible. Voilà, donc on a, par exemple, pour des partenaires qui ont acheté les derniers fours, ils ont 50% d'énergie, de gains énergétiques. Voilà, c'est des domaines qui, par rapport à l'actualité, nous poussent à aller dans des nouvelles innovations. Alors effectivement, c'était noté pour plus tard dans cette émission, mais on va y aller justement au projet innovant, évidemment. Et il y a l'innovation technologique et écologique avec cette problématique justement de l'énergie. Vous faites comment? Vous produisez donc des fours qui consomment moins, c'est ça? On ne produit pas des fours qui consomment bien, qui consomment moins. Bon, alors, à l'origine de Cerinov, moi je l'ai créé, on a racheté Koudami, Vistra, on a racheté Céramifor, on a eu des expériences différentes. Et ça nous permet d'avoir des fours où il y a des régulations qui sont très très bonnes, avec des qualités de réfractaires. Et ça, c'est des partenaires aussi où on vend des fours pour ceux qui fabriquent les réfractaires. Hein. C'est des céramistes. Les pierres qui sont à l'intérieur, justement, voilà, qui permettent de retenir la chaleur. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de commandes de fours actuellement, puisque ça fait un gain énergétique assez important. Les fours vieillissants consomment énormément. C'est-à-dire que quand on vous appelle pour une machine, on vous pose cette question tout de suite? Alors, les premières commandes qui sont revenues mi-2021, c'était surtout pour la partie cuisson, hein, pour les gains énergétiques. Et de plus en plus du fait de l'augmentation du gaz. Et là, c'est vrai que ça se reproduit encore plus. Mais effectivement, depuis le conflit en Ukraine, c'est extrêmement compliqué en termes de coût d'énergie. Daniel Betoul, je ne me suis pas trompé de prénom pour le coup. Le coût de l'énergie, c'est quelque chose que vous regardez évidemment de très près. J'imagine, comment on fait pour faire face à tout ça? D'abord, on est impuissant, parce que c'est une imposition. Ça renchérit les coûts concrètement de chaque assiette produite de manière très claire, très nette. L'énergie, le gaz a une part non négligeable sur notre prix de revient. C'est 5-6% du PRI. L'électricité un peu moins, parce que nos process... alors après l'électricité... Pour le blanc, oui. Je parle pour le blanc. Pour le décor, c'est différent, parce que mes amis pourront parler avec du décor, parce que c'est des arches de cuisson électriques. Après l'électricité, quand on parle d'innovation, à la fabrique, on va installer là, les prochains jours 450 kW d'installation, 3200 m² de panneaux photovoltaïques. Donc, je veux dire, quand on peut, ça c'est innovant, parce que si on peut faire de l'autoconsommation, enfin pour ma part, ça sera de l'autoconsommation en journée, hein, parce que la nuit, il n'y a pas de soleil. Donc voilà, ça c'est... Et ça, c'est une innovation qui vous est dictée finalement par votre bilan, par vos comptes, ou parce que c'est l'air du temps, ou parce qu'effectivement l'électricité devenant plus chère, ça paraît une évidence aujourd'hui? C'est quand même incroyable de savoir que l'électricité, enfin pour ma part, elle a doublé entre décembre 2021 et janvier 2022, elle a doublé, sachant que l'électricité quand même on la produit, mais quand on entend qu'il y a 22 réacteurs qui sont à l'arrêt en ce moment, c'est assez inquiétant. Mais par contre, je ne suis pas encore à penser, donc l'électricité, ça paraît naturel de penser à des panneaux solaires. Par contre, je ne suis pas encore en train d'étudier des méthaniseurs ou je ne sais pas quoi avec les... Nous, on habite en pleine campagne, donc on peut avoir des paysans qui nous amènent de l'enrobage. Mais ça pourrait être une pensée pour l'avenir, ça, par exemple? Mais c'est indispensable, c'est indispensable. Des méthaniseurs, je ne sais pas. Daniel Lostec, vous êtes d'accord?
Lionel, pour le coup. Lionel, pardon, excusez-moi. Daniel, C'est le prénom qui revient. Non, mais ça répond aussi à des demandes de nos clients. Nos clients veulent aussi une industrie verte. Et donc, comme le dit Daniel, on va s'orienter vers du photovoltaïque. On va stocker l'énergie. On va recycler nos déchets. Ça, c'est des choses que l'on fait. Alors la porcelaine, on ne peut pas faire plus vert. Enfin, la matière première en elle-même... Si, il faut la recycler. Si, c'est un minéral, c'est vrai. Oui. Mais aujourd'hui, on va travailler sur des projets de recyclage de nos produits. Vous en recyclez une partie ou pas du tout pour l'instant? On en recycle une partie. Oui. On en recycle une partie, mais il faut augmenter cette partie parce que c'est pas suffisant. Et on peut imaginer que certaines parties de nos clients soient demandeurs de porcelaine entièrement recyclée. Ça aussi, ce serait une innovation pour l'avenir? Oui, c'est vrai que les premiers à nous demander de réduire notre consommation énergétique avant même la crise ukrainienne et tout ça, c'est nos clients, évidemment. Oui, il y a vraiment une exigence de nos clients d'être beaucoup plus responsables sur ces sujets-là, sur les sujets sociaux et sur les sujets écologiques. Alors pour le social, à Limoges, l'avantage c'est qu'on est tous très engagés localement, très ancrés localement, donc on est tous engagés là-dedans. Et l'écologique, effectivement, il faut se réinventer. Il faut se réinventer en trouvant des nouvelles façons d'économiser l'énergie, de produire en utilisant moins d'énergie, de moins... Ça se passe comment chez vous, justement, chez Bernardo? Comment vous faites aujourd'hui? Chez nous, par exemple, on est toujours obligé de cuire la porcelaine à peu près 1400 degrés. Ça n'y coupera pas, mais on peut moins jeter quand on produit. Et quand on génère des rebuts en production, on peut peut-être les réutiliser, les réintégrer dans le circuit, les revaloriser. Donc il y a plein de démarches à mettre en œuvre comme ça. La chaleur qui sort de nos cheminées, on peut peut-être s'en servir pour faire encore d'autres choses. Nos rebuts, un exemple tout bête par exemple, on s'en sert pour faire des tronçons de route à Limoges. C'est tout bête, mais ça sert comme matériel de construction. Donc il y a un tas de choses comme ça qui nous permettent de réduire progressivement nos empreintes carbone. Monsieur Horry, également, sur cette innovation, c'est nécessaire, même pour vous, quand vous produisez vos machines? Les clients de nos partenaires nous le demandent et nos partenaires nous le demandent aussi. Donc, bien sûr que quand on réfléchit sur un nouvel équipement, on réfléchit sur l'empreinte carbone. Mais on essaie de trouver aussi des solutions pour réduire tout ce qui est empreinte et énergétique de tous nos clients. Oui. Bien, merci à tous. On arrive déjà au terme de cette émission. On retiendra donc qu'il y a à la fois l'innovation technologique, l'innovation sociale et que la prochaine innovation sera probablement par nécessité ou par envie aussi écologique pour le monde de la porcelaine. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Le prochain numéro de Dimanche en politique s'intéressera à la problématique des pesticides. Tout de suite à suivre le point sur l'info locale. Merci à tous.